Et on va pouvoir commencer cette première preview avec une petite transition et le partage d'écran. Cette première preview sur le Oklahoma City Thunder. OKC qui est en reconstruction, bien évidemment. Un dernier bilan difficile avec un total de 22 victoires. On l'a vérifié juste avant le live à raison pour vous dire la vérité. Une dernière saison difficile, surtout après les blessures, puisque ça a été une saison un petit peu en deux parties, avec une première saison surtout portée par Shai Gilgeous-Alexander, qui est bien évidemment mise en avant sur l'illustration de Jordan. Shai qui Les vraiment... illustrations sont d'ailleurs toutes absolument géniales. Dis-moi. Les illustrations de Jordan qui sont d'ailleurs toutes absolument géniales. Ouais, on va vous les proposer hein, de toute façon à chaque fois. Alors, la capture d'écran n'est pas encore terrible par rapport à la qualité, je vais améliorer ça, mais ce que je peux faire, c'est vous proposer directement l'illustration pour qu'on soit encore mieux. Shai Gilgeous, alors oui, moi, exactement comme dirait Riton Tonnerre, Shaim Gilgeous. Moi, j'ai tendance à l'appeler Shai, mais c'est vrai que c'est plutôt Shai a priori. Donc, Shai Gilgeous-Alexander qui a vraiment, la saison dernière, montré des potentiels de All-Star. Alors que Val ne nous followait pas encore. Ça, c'est presque grave, mais bon, c'est pas grave. Shai, donc, qui a vraiment porté cette première partie de saison. L'équipe de KC. Merci à Rayconista. Je vais finir par y arriver, excusez-moi, je me répète un petit peu. Shai qui, après une blessure au pied, a été mis au placard un petit peu par la franchise, comme notamment à Lorford, on y reviendra. Des blessures qui finalement ont favorisé le projet tanking d'OKC. L'objectif c'est vraiment d'aller chercher un gros pic, mais on peut s'arrêter un petit peu sur Shai rapidement pour dire à quel point c'est un joueur spécial. Je vais pouvoir peut-être vous partager une vidéo pendant qu'on parle. Vidéo de Ben Taylor qui date déjà d'il y a à peu près un an et qui parlait du profil de Shai et de toutes ses qualités et également maintenant qui date un petit peu parce que cette saison il a vraiment progressé. Alors c'est un joueur qui vraiment est excellent pour attaquer le panier avec un handle assez exceptionnel, très très bas, qui protège très bien son ballon et qui lui permet de vraiment aller au cercle sans trop de soucis et qui compense un petit manque d'athlétisme ou de rapidité. C'est vraiment très joli à voir chez, donc je vous conseille. Il avait peut-être des petits défauts quant à sa distribution, notamment sur pick and roll ou quoi, avec une lecture de jeu pas encore totalement parfaite. C'est qu'il a vraiment bien amélioré cette saison. Je crois qu'il est passé de 3 et quelques assists à presque 6. Alors c'est dû notamment à son usage, mais aussi à ses capacités de lecture nouvelles. Et puis enfin, c'est un joueur qui surtout a fait une très grosse progression cette saison au shoot et notamment à 3 points et ça a totalement ouvert son jeu et c'est ce qui le faisait signer un contrat sur 5 ans, contrat max de 172 millions et quelques. Donc c'est vraiment le joueur phare d'OKC qui va leur permettre potentiellement de viser plus haut en récupérant d'autres talents à la draft. On va passer sur le in and out, le départ, les arrivées, le 5 majeur, avant de pouvoir parler des rookies qui sont arrivés cette année. Je te laisserai un petit peu plus la parole. Départ d'Orford et de George Hill, départ donc des deux vétérans de l'équipe. Arrivés surtout via la draft, 3 grosses arrivées, enfin 3 joueurs draftés, Josh Giddey, Treman, Jeremiah Robinson-Earl et Derek Favors, le pivot un petit peu vétéran, hein, ce sera un des seuls vétérans de l'équipe. Et on va pouvoir passer au 5 majeur. Un 5 majeur apprécié encore une fois l'illustration de Jordan. Un 5 majeur donc qui se composerait a priori de Josh Giddey, Shai Gilgeous-Alexander, Luke Ensdor, Bazley et Favors en 5. Bien évidemment, une équipe en reconstruction, une équipe jeune comme OKC, c'est avant tout le développement des jeunes qui va nous intéresser. Et pour ça, à la draft, il y a cette draft de Josh Giddey. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu plus, Vincent.
Yes, effectivement, je peux faire ça. Juste avant ça, j'aimerais juste, revenir très rapidement sur Shai Gilgeous-Alexander. Oui, Parce bien que sûr. comme tu l'as dit, OKC l'année dernière, c'est 22 victoires, 50 défaites. Notons quand même que quand, Shai jouait, c'est-à-dire qu'il a disputé 35 matchs avant de se blesser et d'être définitivement mis au placard, OKC a un bilan de 16 victoires pour 19 défaites, donc ça fait 45 de victoires environ. Donc voilà, quand Shai joue, OKC était compétitif et pouvait peut-être même éventuellement viser, pourquoi pas, une 10e place avec un play-in, mais on sait qu'avec Sam Presti, c'est peut-être pas l'ambition. Puisque l'ambition, effectivement, c'était de drafter haut. Alors avec 22 victoires, OKC aurait pu prétendre à quelque chose de mieux qu'un 6e pick. Ils n'ont pas eu vraiment de chance à la loterie. Il n'en demeure pas moins que avec ce 6e pick, il, le front office a décidé de sélectionner Josh Giddey et c'était un petit peu une surprise puisque, l'Australien était un petit peu attendu, disons entre la 10e et la 15e place, à la 15e place de cette draft. C'est un joueur très jeune et un joueur atypique aussi, encore un joueur atypique à OKC qui a déjà, notamment Pokusevski, qui est peut-être le joueur atypique par définition On va y revenir et sur beaucoup juste après. Guidi, c'est un joueur très jeune qui vient de fêter ses 19 ans et qui jouait jusqu'alors dans son pays natal, en Australie, du côté d'Adélaïde, qui a réalisé une saison plutôt correcte avec 11 points et surtout 7 rebonds et 7 passes décisives, quelques triples-doubles déjà au compteur, ça c'est pour les stats brutes, sans oublier, mine de rien, qu'il perdait quand même 3,5 ballons tous les matchs, le tout en 39 minutes. Il a un profil atypique, on le disait, parce que c'est un joueur de plus de 2 mètres, de 2,05 m, et qui est très long et mais qui prétendra, comme le montre le 5 majeur à l'écran, qui prétendra à jouer au poste de meneur. Donc c'est un meneur, voilà, il fait la taille de Magic Johnson d'ailleurs, et qui se distingue par une vision du jeu excellente et par un état d'esprit excellent également. Il est vu comme étant quelqu'un de très bosseur, avec un état d'esprit et un état d'équipe irréprochable, ce qui fait que il progresse très rapidement de semaine en semaine. Les petites critiques qui avaient pu lui être faites, cela concerne son shoot, qui est un petit peu aléatoire et avec une gestuelle qui est également aléatoire. Alors, il a l'avantage d'avoir un geste assez rapide, mais qui part de très très bas. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu les vidéos, il y a d'ailleurs une vidéo d'un Américain qui décrypte bien son tir. Le ballon part de très bas, c'est-à-dire que tout le ballon est sous le menton au moment où il lance le geste. Mais s'il a le temps d'armer, puisqu'il fait 2,05 m et qu'il est très long, le ballon va partir de très haut et sera donc hyper difficile à contrer. Donc prévu comme meneur titulaire, il aura de toute façon sa chance dans l'effectif, puisque Shai Gilgeous-Alexander peut parfaitement jouer au poste 2 et que sinon au poste de meneur, mine de rien, c'est très Oui, jeune, hein, c'est oui, c'est ce Freeman dont on va que parler tout de suite c'est ce et que c'est Théo Malédon. c'est ce que j'allais dire. Alors en même temps, je profite de cet aspect live pour lancer des ressources et parler un petit peu d'envergure rapidement. On n'invente rien en termes de scouting. Et vous pourrez voir le profil de Josh Giddey ici sur cette envergure que je vous conseille par rapport au profil de scout, etc. C'est vraiment un site qui fait du bon boulot en français. Il faut les recommander et les créditer quand on en a l'occasion. Mais c'est vrai, je reviens un peu sur ce que tu disais. Ce qui va être intéressant, c'est que ça va permettre potentiellement, alors que Piker, mais qui a fait, il me semble, les musiques que vous entendrez dans le stream. Grand merci à lui. Je crois que c'est lui. Tu me diras dans le chat. Merci à toi pour le follow et merci surtout pour les musiques vraiment que vous entendez, notamment pour l'annonce du follow. Merci à Jumo qui rentre également dans le 5. Donc je disais oui, un salut à toi et merci. Oui, Josh Giddey qui va permettre en fait de déplacer SGA potentiellement au poste d'arrière et qui peut être complémentaire aussi par sa taille, son envergure défensivement. Ça peut être intéressant. Alors même si c'est pas quelque chose qui va couler de source tout de suite, bien évidemment la défense, les rookies, ça prend du temps.
toujours. Mais c'est quelque chose d'intéressant comme bas courte potentiel. Tu parlais de Treman, ensuite c'est le deuxième pick d'OKC à cette draft. Est-ce que tu peux nous en parler? A priori, ce serait un arrière un peu capable à la création, au tir, backup de Shai Gilgeous potentiellement. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur lui? Ouais, alors effectivement, Treman, c'est de nouveau un meneur ou un arrière un combo guard qui a été sélectionné avec le pick numéro 18. Donc ça, à l'inverse de Guidi, le pick numéro 18, c'est un petit peu dans son range, c'est ce qui était projeté. Donc c'est un combo guard qui a désormais presque 21 ans, donc il n'est pas spécialement vieux pour faire son entrée dans la NBA. Il a 2 saisons universitaires du côté de Florida et il a surtout eu un rôle qui a complètement explosé l'an passé, puisque lors de sa saison rookie à l'université, il avait un rôle très limité, un quart d'heure par match, jamais titulaire ou presque, tandis que l'année dernière, c'est tout bonnement devenu le leader et l'option numéro 1 des 14, avec un temps de jeu doublé, il inscrivait 11 points par match, 16 points par match, c'est quand même 11 de plus que la saison passée. Et on note notamment une excellente amélioration au tir, puisqu'il est passé de 43% à 49% au tir en réussite globale, quasiment 40% de réussite à 3 points, je vais y revenir juste après, et plus 18 points au lancer franc en passant de 65 à un très bon 83%. Pourquoi je disais qu'on allait revenir sur le tir à 3 points? Parce que c'est un petit peu son ticket d'entrée en NBA à Treman, au-delà de la création, comme tu le disais, N5, c'est que Treman, il tirait à 40% à 3 points, mais en prenant 70% de ses tirs en pull-up. Donc, c'est-à-dire que cette arme du pull-up, qui est désormais tant recherchée en NBA et qui fait briller certains joueurs, notamment des jeunes, Doncic, Tatum, pour ne citer que, Treman, c'est un petit peu son arme favorite, c'est avec ça qu'il se distingue le plus. Mais comme tu l'as dit, également très bon à la création pour lui-même, très bon à la création pour les autres. Donc un potentiel intéressant avec un choix de milieu de premier tour. Il est projeté dans la seconde unit d'Oklahoma par principalement, au-delà du fait qu'il est un petit peu barré par Gilgeous-Alexander et Giddey, c'est parce qu'il a des limitations physiques qui Ouais. font qu'on peut se demander s'il sera capable de véritablement de défendre NBA. C'est Mais toujours voilà, de ce sera C'est toujours de toute façon une interrogation hein, pour de très nombreux rookies. C'est souvent c'est ça. C'est pour ça que peut-être le rôle de backup lui sera en premier rôle. Fav, qui nous donne des précisions par rapport à OKC et qui sont très pertinentes. Hein. Le principal apport de Guidi, c'est que SGA sera plus le playmaker principal, pardon. Et c'est vrai que ça va lui permettre potentiellement d'avoir des shoots et des positions qu'il n'avait pas avant. C'est vrai que moi, c'est l'alternance, en fait, surtout pour Shai qui va être importante. Je pense qu'il continuera de prendre un petit peu le ballon parce que c'est son évolution aussi naturelle et parce qu'il a montré quand même, je pense, hein, tu me dis, je parle sous ton contrôle, Fav, puisque tu as l'air extrêmement bien renseigné. Je pense qu'il a quand même cette évolution-là, Shai, dans son jeu en termes de playmaking, qui est intéressante. Je pense que ce sera intéressant de pouvoir alterner, surtout, entre les deux. Je pense pas que ce soit d'un coup Guidi qui va tout prendre ce lead-là. Mais voilà. Alors que Cam nous rappelle que effectivement on va accentuer notre suivi de la NCA cette année avec les comptes FR NCA également qui se multiplient. Très bon rappel de Cam qui lui suit de plus en plus aussi la NCA. Donc c'est vrai, n'hésitez pas à aller bien sûr nous suivre sur Twitter et regarder notre site pour avoir ces news là. Et puis il y a un troisième joueur alors qui a été sélectionné plus loin dans la draft, plus loin dans la draft, mais qui a une petite hype. Je voyais sur Twitter vraiment des gens en parler. Et tu me disais toi aussi qu'il t'intéressait. C'est JRE, Jeremiah Robinson Earl. Est-ce que peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, alors effectivement, j'adore Jeremiah Robinson. Alors non pas que je l'ai vu jouer 50 fois comme tu l'as dit, mais sur les matchs que j'ai pu voir, notamment à la March Madness, c'est un profil qui, je pense, va emporter l'adhésion chez plus ou moins tout le monde. Alors, il est de la même année que Treman, donc il a bientôt 21 ans. Il a été sélectionné au tout début du deuxième tour, ça encore une fois, c'est dans son range. Et il a fait 2 saisons du côté de Villanova. Et pourquoi je disais que c'est un profil qui risque d'emporter l'adhésion chez tout le monde?
c'est parce que c'est un joueur très cérébral et ce qu'il fait sur le terrain, ça ne se retrouve pas forcément dans ses stats. Non pas que ses stats soient mauvaises, puisque l'année dernière, il marquait 16 points, il prenait 9 rebonds, en évoluant plutôt au poste de pivot, malgré sa petite taille pour le poste. Il fait 2,03 m et il est affiché à 93 kg. Alors peut-être que son arrivée en NBA et le permettre de rajouter du muscle à tout ça. Mais c'est un petit peu... voilà, c'est un joueur très cérébral qui excelle dans la prise de position sous les cercles. C'est pour ça que malgré ses 2,03 m, il arrive à prendre 9 rebonds tous les matchs. Excellent footwork. Donc, pour les aficionados des pivots des années 90, Jeremiah Robinson pourra vous rappeler peut-être quelques souvenirs. Et malgré des statistiques au tir qui n'étaient pas géniales, notamment sur sa saison sophomore, il a un tir qui, je pense, pourra être transposé en NBA, que ce soit en catch and shoot. Il est déjà très à l'aise dans les corners, mais aussi en pick and pop. Donc, ce qui fait qu'il a une palette offensive relativement large. Il fera pas de mal au spacing d'Oklahoma, ce qui sera pas mal notamment pour les pénétrations de Gilgeous-Alexander, puisqu'il excelle dans les Ouais, pénétrations. complètement. Alors le bémol qu'il a, c'est un peu comme Treman, c'est il fait 2,03 m, il est projeté au poste de pivot, et en plus de ça, il n'est pas hyper athlétique. Mais malgré tout ça, puisque c'est un joueur très intelligent, il a démontré qu'il était capable de défendre sur les pivots qui étaient plus grands. Donc ça ne sera pas non plus un poids mort en défense. Il est capable de switcher un petit peu. Donc voilà, je pense que encore une fois, avec le choix numéro 32, c'est un coup qui se tentait particulièrement bien. Et vu la rotation qu'OKC a sur les postes intérieurs, il aura sa chance, ce brave Jeremiah Robinson, puisque Mike Muscala ou Josh Hall, je ne sais même pas si Josh Hall est encore dans l'effectif, mais derrière Derrick Favors et Darius Bazley, sur les postes 4 et 5, il aura des minutes. Il y aura des minutes. Effectivement. Et un rôle peut-être de chouchou de l'équipe, c'est ce que nous dit en tout cas Fav, clairement le chouchou de la fanbase du Thunder pour l'instant. Et il a un nom très classe, c'est vrai, un petit peu long et un peu difficile à prononcer, mais malgré tout assez classe, comme nous dit. Merci Falfossi qui nous a suivis. Pendant que on peut peut-être répondre à la question que j'allais y venir, si voilà, tu me permets, surtout que ça m'offre une superbe transition, la question de Smile et la réponse aussi de Riton, on va en discuter. C'est vrai qu'une équipe en développement, un des focus qui est vrai pour toutes les équipes en développement et en reconstruction, c'est d'avoir autant de jeunes. Il faut découvrir qui va pouvoir s'installer durablement dans la grande ligue, qui va pouvoir potentiellement émerger, et qui a le potentiel pour devenir plus qu'un role player. Toutes ces questions, en fait, ça, on l'a vu chez OKC la saison passée, ça a amené beaucoup de tests, beaucoup d'essais de 5 majeurs différents, beaucoup de jeunes joueurs dont on ne connaissait pas vraiment les noms, la réputation, etc., et qui ont été essayés. C'est vrai que c'est difficile de parfois y voir, ça va être un des enjeux, et c'est un des enjeux de chaque équipe en développement. Smile nous demandait par rapport à Théo Malédon. Est-ce que l'arrivée de Giddey ne va pas retirer quelques ballons de ses mains ? C'est vrai que c'est ça paraît assez logique que Théo du coup puisse passer ne serait-ce qu'en backup. C'est vrai qu'il a beaucoup starté la saison passée. Toi tu as suivi un petit peu Malédon, tu peux en parler, Vincent ? Oui, alors j'ai suivi un petit peu, puisque quand il y a des Français dans la ligue, notamment des jeunes, c'est toujours bien d'y jeter un coup d'œil. Alors oui, je pense qu'effectivement, l'arrivée de Giddey va ôter certains ballons des mains de Malédon, mais pas forcément tant que ça, puisque c'est pas totalement impossible de tout simplement voir Malédon avec Treman dans la seconde unit et de voir plutôt, alors même si les rotations ne seront pas forcément binaires, et de voir plutôt Giddey avec Gilgeous-Alexander dans le starting five. Mais mine de rien, la saison dernière de Malédon, sans être extraordinaire, a quand même été très encourageante, je trouve. Déjà, il a été très peu blessé, contrairement à Killian Hayes dont on va parler après. Malédon, il a réussi à faire une saison complète, sur les 72 matchs disputés par OKC, il en a disputé 65, donc 49 en tant que titulaire.
Et il a quand même montré des beaux flashs, des belles choses, avec un petit peu plus de 10 points de moyenne. Alors, les pourcentages au tir sont aléatoires, on va dire, au mieux, parce que 36% au global et 33% de loin, on peut difficilement parler de sniper. Et il a quand même également démontré, mais ça, c'est un petit peu le qu'on retrouvait partout chez OKC, notamment en fin de saison, puisque on a tendance à l'oublier, mais ils ont quand même réalisé un tanking d'exception, euh, qu'il avait peut-être des difficultés défensives. Donc ça, peut-être d'ailleurs que son association avec Guidi risque d'être compliquée sur cet aspect-là, parce que Guidi, on a aussi des petits doutes Après, sur sa capacité à défendre pour l'instant. j'ai tendance à penser qu'en backup, en rôle de meneur backup, déjà les attentes défensives sont un petit peu moindres. Si tu réussis à un peu faire jouer ton équipe et à mettre quelques points, c'est déjà un bon cap. Après, il y aura quand même cette amélioration, je pense, à avoir du côté de Malédon sur l'efficacité. Tant qu'il joue pour l'instant, je pense que c'est aussi une question de rythme à prendre. Il ne faut pas tout jeter maintenant. Il faudra qu'il améliore son efficacité. Maintenant, c'est pas anormal de voir ça chez un jeune joueur, je pense. Est-ce que tu veux ajouter quelques petites autres choses sur Malédon? On pense que oui, effectivement, Josh Giddey va sûrement prendre sa place en titulaire à côté de SGA, alors que Hugo nous suit aussi. Merci, merci Hugo pour ton follow. Euh, oui, il devrait prendre peut-être ce rôle de backup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Malédon? On peut après passer à d'autres joueurs et voir, Oui, écoute, faire un petit peu cette hiérarchie, continuer cette hiérarchie dans le roster. oui, écoute, peut-être tout simplement rajouter que effectivement, là où il a eu l'occasion de plus jouer et le plus de se faire remarquer, c'était à partir de la blessure de Gilgeous Alexander, à partir du moment où OKC a décidé de ne plus gagner un match, hein, puisque sur les 29 dernières rencontres, ils en ont gagné 3. Mais il a quand même réalisé quelques beaux cartons offensifs, bon, toujours dans des défaites et bien souvent dans des déculottés. Euh, mais comme tu l'as dit, tout n'est pas à jeter et de très loin. Et puisque au Cassin, il n'y aura pas vraiment de pression l'année prochaine, ni certainement l'année d'après, comme pour Détroit dont on va parler après, l'avantage c'est que Malédon aura la chance de pouvoir se développer tranquillement sans avoir trop de pression sur ses épaules. Une question de Smile qui dit: ne pensez-vous pas qu'un des deux devrait prendre le lead de la seconde unit à terme? Bah, clairement, je pense que ça va être quelque chose à déterminer. Si la question c'est aussi sur le potentiel, je pense que Malédon a ce potentiel-là. Encore une fois, il a vraiment montré des flashs très intéressants. Et en fait, après, l'idée c'est d'arriver à une régularité. Alors, non pas à la hauteur de ces flashs-là, peut-être parce que des fois ils sont vraiment trop élevés et c'est pas forcément significatif, mais dans une constante un petit peu plus haute, au moins en termes d'efficacité. Il y a de très bons backup meneurs aujourd'hui qui n'ont pas forcément à empiler les stats et qui sont des plus pour leur équipe. Je pense que Malédon peut se battre pour ça. Après, dans cette hiérarchie du Thunder, c'est ce que disait aussi Jérémy sur sa preview, c'est difficile encore de voir une hiérarchie. C'est vrai qu'il y a Shai qui domine, bien évidemment. Derrière lui, il y a le Gensdor qui a prouvé quand même qu'il était une valeur sûre, un 3&D vraiment intéressant, alors qui offensivement n'est pas tout à fait régulier là aussi et a quelques difficultés, mais qui a montré vraiment des progressions et des pointes au scoring assez incroyables cette saison. Moi, vraiment, le Kenzor, c'est un trendy incroyable. Alors, est-ce qu'il restera dans l'équipe ou est-ce qu'il sera échangé contre des assets plus tard? Ça, c'est une question qu'il faudra voir sur le moyen terme. En tout cas, ça reste à peu près les deux seuls joueurs vraiment sûrs en termes de potentiel. Le reste, ça reste très incertain et il va falloir voir le développement de chacun. On pense notamment à une licorne, parce que vraiment l'intérêt pour OKC et pour les petits marchés, mais particulièrement pour OKC qui doit rapidement entourer Shai, on va y revenir juste après, c'est de trouver des joueurs de talent et c'est pour ça que le tanking est là, pour aller chercher vraiment un gros pic, un joueur vraiment de gros talent pour pouvoir être sûr de sa hiérarchie, être sûr de son corps et se développer à partir de là. Et il y a la licorne Poku.
Pokuševski. Alors je vais pouvoir vous mettre une petite vidéo en espérant, on est peut-être un petit peu ambitieux par rapport aux vidéos, qu'il n'y ait pas de problème de droit. J'y ai pensé juste avant le live, on verra bien, je vous avoue qu'on verra. Poku qui a un skill set très particulier pour sa taille. C'est un profil vraiment atypique et donc forcément il attire les regards, les interrogations. Donc c'est un joueur extrêmement grand mais aussi extrêmement fin. Il fait partie des joueurs qui sont les plus légers au poids dans la ligue et il a vraiment un skill set très proche d'un guard. C'est vraiment sur son handle, moi, qui m'impressionne et que je trouve ça extrêmement surprenant parce qu'il a vraiment des moves sur son handle assez incroyables. Je pense notamment à son hésitation en réalité, qui pour un big, on voit des bigs qui dans la ligue peuvent se targuer d'avoir un skill set proche des guards, mais rarement. Merci Hugo, merci Basket Catéchisme pour la précision par rapport aux vidéos YouTube. Oui, on voit des big men qui ont un skill des fois qui se rapproche des arrières, mais rarement à ce point-là sur le handle surtout. Et puis après, c'est aussi un joueur offensivement qui est très intéressant puisqu'il peut scorer à l'extérieur, un peu moins à l'intérieur à cause de son physique un peu plus frêle. Et puis la défense pose question. Alors les physiques, alors voilà, c'est Riton qui le dit très bien. J'allais y venir, c'est parfait, quelle connexion. Les physiques comme Poku ou Wembanyama, ils le font flipper. Et c'est vrai, je te rejoins totalement là-dessus, Riton. C'est la grande, un peu comme Bol Bol pour moi à Denver, c'est un peu la grande interrogation à chaque fois de ce genre d'office, de savoir si c'est viable physiquement, et je pense que c'est un petit peu son travail. Je sais que Fav est là dans le chat, je ne sais pas s'il peut nous dire à peu près comment il voit lui en tant que fan. J'ai l'impression qu'il était fan du Thunder en tout cas, de ce qu'il disait. Comment lui il voit le développement de ce joueur-là. Je pense que ça va venir, l'interrogation, oui, comme dit Cam, personne n'a vraiment la réponse pour l'instant. Ça va se faire avec le temps ou pas. Qu'est-ce que tu penses un peu toi rapidement de Poku? Alors que j'espère que je n'ai pas... Alors, Ouais, c'est bon. non, c'est moi que si je coupe le micro, mais si j'oublie de le remettre, effectivement, ça passe moins bien. Non, bah, c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je te disais hier soir quand on discutait un petit peu. Quand il y a une équipe composée de jeunes comme ça, et surtout quand ils ont des profils atypiques, ça a tendance à rapidement me charmer. Donc, Pokusevski, c'est totalement ça. C'est un mec, il fait combien de mètres, 2 mètres 13 ou 2 mètres 15, je sais pas exactement. Il est taillé comme une brindille, mais tu as l'impression qu'il est capable de plus ou moins tout faire sur le terrain. Alors, je pense que pour l'instant, ses limitations physiques l'empêchent de pleinement s'exprimer. Et s'il pouvait prendre 10 kilos de muscle, ça ne lui ferait pas de mal. Mais c'est un joueur que j'adore. Et encore une fois, comme Malédon, qui a prouvé par flash certaines choses, euh, dans une équipe qui perd et avec un net rating individuel absolument catastrophique. Mais, euh, mais puisqu'il est capable de tout faire, que ce soit un petit peu dans la création, dans le tir, avec des flashs de handle très sexy, en fait, hein, disons-le. Mhm. C'est un joueur que j'aime beaucoup Il y a deux... et qui me fait suivre un petit peu l'équipe. Ouais, je te comprends. Moi aussi, c'est un des joueurs qui me pourrait me faire regarder OKC cette saison. Il y a deux remarques de Cam et de Kawelito qu'on salue. Je sais pas si je t'ai dit bonjour tout à l'heure, Kawelito. Euh, donc Kawelito qui dit que ça dépend des match-ups et donc de son positionnement, mais que par rapport à un Bol Bol, c'est vrai qu'il est bien plus mobile et que du coup il est plus crédible sur les postes 3 et 4. C'est vrai que, et ça répond un peu à ce que dit aussi Cam par rapport à son pourcentage au tir, qui est très faible, notamment à cause de la partie proche du panier où il se fait vraiment bouger et donc une vraie finition au panier est difficile pour lui. Pour un grand comme ça peut être très dommageable pour un intérieur. C'est vrai qu'en le positionnant peut-être plus 3, il y aurait moins ce problème de défaut de physique à l'intérieur. En tout cas, c'est un prospect extrêmement intéressant et intriguant qui forcément vaut le coup d'œil. Donc on vous encourage à aller voir un petit peu beaucoup quand il joue parce que c'est intéressant ne serait-ce que par son atypisme en réalité. Je pense qu'on peut passer à la suite, terminer sur OKC avant de passer à Détroit. On est un petit peu malheureusement timé dans le temps.
Pour dire que peut-être, alors on va finir quand même sur les remarques un petit peu. Quand je dis 3-4, c'est surtout pour dire qu'il peut jouer à côté d'autres bigs sans pénaliser l'animation et le mouvement global de l'équipe. Complètement Kawalito, ça je suis d'accord avec toi. Et c'est là où ta remarque par rapport à Bol Bol est intéressante aussi parce que c'est pas forcément le cas de Bol Bol et de ces grands au profil un peu atypique. Et donc je suis assez d'accord pour dire qu'il y a peut-être quelque chose à explorer à ce niveau-là. Pour finir, bilan d'OKC, que dire? Alors qu'on va passer sur cette petite scène-là avec le chat à côté, ce sera plus agréable pour la rediffusion YouTube. Je pense que c'est comme toutes les équipes en reconstruction, il y a beaucoup de temps pour découvrir qui sont les profils qui resteront, qui sont les joueurs qui vont sécuriser leur place, à quel rôle ils vont sécuriser leur place et comment de là on peut construire pour aller plus loin. OKC est un petit peu une situation particulière à cause de Shai qui est très fort, qui a atteint un niveau vraiment très élevé aux sorties de sa saison, de son contrat rookie plutôt. Il a encore une saison sur son contrat rookie avant d'attaquer son contrat, la prolongation de son contrat qui dure sur 5 ans. Donc il est sécurisé sur les 6 prochaines années. Vous allez me dire, OKC devrait être tranquille. Le problème, c'est qu'on a vu par le passé des superstars faites dans leur second contrat après leur prolongation rookie. Enfin, dans leur prolongation rookie, on a vu des superstars au bout de 2-3 ans commencer à s'agacer du manque de compétitivité de leur équipe. Et c'est vrai que pour OKC, plus que pour d'autres équipes en reconstruction, il va potentiellement se poser ce problème de garder Shai Gilgeous-Alexander et de ne pas le dégoûter en espérant monter rapidement une équipe compétitive. Le problème, c'est qu'OKC en est encore loin. On parlait des locks un petit peu en termes de profil, à part Dor. Tout le reste, ça reste assez libre dans le potentiel et aucun n'a vraiment prouvé, je trouve, sa place. Alors, Bazley semble être un lock, en tout cas, dans le roster pour augmenter ses minutes, pour qu'il ait du temps de jeu et pour l'avoir arrivé. On parlait de Théo Malédon qui va être en concurrence, mine de rien, avec Josh Giddey, même s'il devrait, je pense, s'orienter plus vers une position de backup. On a bien évidemment beaucoup dont on parlait, dont on ne sait pas grand-chose, malgré son profil atypisme, on ne sait pas réellement s'il pourra être viable dans la ligue. Alors peut-être, comme le disait Kawalito, à des postes 3-4. Il y a cette dichotomie entre Shai Gilgeous qui est vraiment très fort, alors que Cam nous propose une autre take. Shai Gilgeous-Alexander est beaucoup plus proche d'être All-Star que Aaron Fox, notamment. Alors ça, on vous laissera juger et l'insulter si vous n'êtes pas d'accord, les fans des Kings qui passent dans le coin et les autres qui sont potentiellement fans Il de a de toute façon l'habitude de se faire insulter. Exactement, je n'aurais pas osé le dire, mais parfait. Et je pense que, à moins que tu aies quelque chose d'autre à dire pour finir cette petite preview de Casey, on peut passer à la suite. Juste un simple rappel pour dire que l'année prochaine, ils ont à de nouveau trois first picks à la draft. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, ils n'ont pas le leur. Par contre, ils ont celui des Suns, qui devrait pas être génial, celui des Clippers, à voir comment Paul George est capable de leader une équipe. On peut avoir potentiellement des doutes. Et ils ont celui des Pistons, mais qui est protégé top 16, donc ils ne devraient pas en bénéficier l'année prochaine. Et je crois qu'effectivement, là-dessus, je suis bon également.